Mes chers étudiants, soyez les bienvenus à cette vidéo spéciale. Cette vidéo spéciale porte sur le TD numéro 1 de la gestion financière au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Et avant tout, il est important de savoir que ce TD a été élaboré par une équipe très dynamique. À sa tête, le professeur Mohamed Traoré, le professeur Baber Haïdara, ainsi que le docteur Khalifa Touré, sans oublier leurs assistants. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément nécessaire pour traiter un exercice en gestion financière? Précisément en investissement. Il est important d'avoir une idée sur le montant du capital investi, sa durée de vie pour calculer l'amortissement. Ce sont ces éléments qu'il faut identifier. Il faut chercher à savoir si également l'immobilisation a une valeur résiduelle. Chercher à identifier le chiffre d'affaires, c'est important, oui. C'est important, chercher à identifier le chiffre d'affaires. Et après, les charges variables. Quand vous identifiez les charges variables, il est important d'identifier aussi ce qu'on appelle les charges fixes. Et ici, vous devez identifier les besoins en fonds de roulement. Il est important aussi d'avoir une idée sur le taux d'imposition, mais aussi la rentabilité exigée par les investisseurs. C'est ça qu'on appelle le taux d'actualisation. Une fois que vous arrivez à avoir ces éléments en tête et vous lisez le sujet avec ces arrière-pensées, ça vous permettra de détecter les différentes informations pour pouvoir traiter un exercice en gestion financière. Concentrez-vous. Nous allons lire texte par texte, phrase par phrase, pour que vous puissiez récolter toutes les informations qu'il faut pour traiter ce sujet. L'exercice, c'est quoi? On dit la société Aïda souhaite investir début N 60 millions de francs CFA dans une machine pouvant lui permettre de produire un jus de haute qualité. Cette machine s'amortira en mode linéaire sur 5 ans et la valeur résiduelle nette d'impôt est égale à un tiers de son prix d'achat. Nous allons partir sur votre feuille. Prenez votre feuille, vous notez prix d'achat 60 millions. Vous mettez durée de vie 5 ans et vous mettez valeur résiduelle 1/3 de la valeur d'acquisition, ce qui va vous donner probablement 20 millions. Nous revenons maintenant à notre exercice. On vous dit que ce jus sera vendu à 600 francs la première année et 500 francs les années suivantes. Cela signifie que le prix de vente unitaire chute de 100 francs. Et nous allons noter ça aussi. Il faut voir. Nous avons ici prix unitaire de vente est égal à 600 francs pour la première année. Pour la deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année, il y a une chute. Vous voyez, ce qui nous amène à 500 francs l'unité. Nous allons continuer avec notre exercice. On vous dit, les charges variables représentent 30% la première année et 40% les autres années. On y va. Vous voyez, charge variable pour la première année, 30% du chiffre d'affaires. Deuxième année, égale à la troisième année, égale à la quatrième année, jusqu'à la cinquième année. Une augmentation de 40%. Et après, on vous dit, les charges fixes hors amortissement font 10 millions. La première année est 13 millions les années suivantes. Cela signifie que les charges fixes pour la première année, ça fait 10 millions. Pour la deuxième année, ça fait ce qu'on appelle 13 millions. Nous allons constater ça. Prenez ça aussi sur votre brouillon, mes chers amis. Vous allez tous comprendre ici. Vous voyez, 10 millions la première année, mes chers amis. Deuxième année,
troisième année, quatrième année jusqu'à la cinquième année, c'est 13 millions. Mes chers amis, si vous avez noté ça, on va à notre sujet. Les besoins en fonds de roulement d'exploitation, les besoins en fonds de roulement d'exploitation représentent 15% du chiffre d'affaires hors taxe la première année et 20% les années suivantes. Besoin en fonds de roulement. Vous voyez? Le besoin en fonds de roulement d'exploitation première année, ce n'est que 15%. Mais à partir de la deuxième année jusqu'à la cinquième année, c'est 20% comme vous le voyez. Et après, on vient à notre texte. On dit, il sera récupéré en fin N+4. La société prévoit de vendre 90 000 jus la première année. Cette vente connaîtra une augmentation de 5 000 jus par an de la deuxième année à la troisième année et 8 000 jus pour les autres années restantes. Cela explique quoi? Cela explique que lorsque ils vont vendre, la première année, ils vont vendre 90 000 jus. La deuxième année, il y a une augmentation de 5%. Et quand vous regardez, de 90 à la deuxième année, nous avons une augmentation de 5 000 unités. La troisième année encore, une augmentation de 5 000 unités, ce qui nous permet d'avoir 100 unités. La quatrième année, ça devient une augmentation de 8 000 unités, ce qui nous amène à 108 000 unités. Et la dernière année, c'est une augmentation encore croissante de 8 000. Quand on ajoute 8 à 108, ça nous donne 116 000 unités. Si vous comprenez ça, vous voyez, on dit le coût du capital est de 15% et le taux d'inflation est de 5%. Il est important. Mais ça, c'est avant l'inflation. Avant l'inflation. Donc, ici, la première des choses à faire quand moi j'étais étudiant, je me disais la gestion financière est très compliquée. Comment moi je peux traiter les sujets de façon très simple? Moi étant bête, j'ai créé une solution très facile qui me permet de repérer tous les éléments qu'il faut pour faire le calcul. Il est important. Ici, constater investissement. Ça fait 60 millions. Mais je me dis, à partir de cet investissement, sachant la durée, je peux aussi calculer ce qu'on appelle l'amortissement. Et quand je calcule l'amortissement, l'année de vie du projet étant de 5 ans, je prends ce qu'on appelle 60 millions divisé par 5, ce qui me donne 12 millions par an. Et après, la valeur résiduelle, ça a déjà été calculé, ça fait 20 millions. Mais je me dis, tiens, il est important aussi de calculer le chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des activités préliminaires avant de commencer à répondre les questions. Vous voyez, je sais que le chiffre d'affaires en comptabilité analytique, on m'a dit un jour que pour connaître le chiffre d'affaires, il faut savoir la quantité que tu dois vendre multiplié par le prix unitaire. Et c'est ça que moi j'ai appliqué ici. Et on voit prix unitaire de vente pour la première année fois la quantité de vente de la première année. C'est la même chose pour la deuxième année, la troisième année, ainsi jusqu'à la cinquième année. Mais nous avons dit ici que le prix unitaire de vente change à partir de la deuxième année pour trouver 500. De 500 à la deuxième année, 500 à la troisième année jusqu'à la cinquième année, 500. À part la première année, le reste, à part la première année, 600 francs, le reste des années, c'est 500 francs. Et c'est cette petite démonstration que nous allons faire. On s'est dit que la quantité qui sera vendue en la première année est de 90 000. Il y aura une augmentation de 5%. Vous voyez? 5%. Mais ici, 8
une augmentation de 5 000 plutôt. 5 000, et ce qui va nous amener à 8 000 unités à la 4e année et 8 000 unités à la dernière année. Et quand nous prenons ce qu'on appelle le montant du chiffre d'affaires, la première année, nous avons 54 millions, ce qui fait 600 fois 90. Après, nous avons 47 millions 500. Nous constatons une chute du chiffre d'affaires parce que le prix unitaire a baissé, mais la quantité a augmenté. Et ici, nous avons 50 millions. Et après, nous avons 54 millions. Après, nous avons 58 millions. Maintenant, il est important de déterminer aussi les charges variables. Les charges variables ici doivent être déterminées. Et parmi ces charges variables, on a dit que la première année, il y a 30% du chiffre d'affaires. La deuxième année, ça devient 40% du chiffre d'affaires. Et la troisième année, ça devient 40 encore, ainsi de suite. Donc, si on s'en tient à cette information, nous pouvons déterminer le chiffre d'affaires ainsi. Pour la première année, nous avons 54 millions fois 0,3, ce qui nous donne 16 millions 200. La deuxième année, nous prenons 47 millions 500 fois 0,4, ce qui nous donne 19 millions. Et après, nous prenons 50 millions, chiffre d'affaires de la troisième année, fois 0,4, ce qui nous donne 20 millions. Et après, nous prenons le chiffre d'affaires de la quatrième année, fois 0,4, ce qui nous donne 21 millions 600 000. Et après, le chiffre d'affaires de la cinquième année, fois 0,4, ce qui nous donne 23 millions 200 000. Nous constatons une évolution. Nous sommes toujours en train de faire les calculs préliminaires avant de répondre aux questions. Après, nous avons ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Point d'interrogation, comment déterminer? Le besoin en fonds de roulement est déterminé en fonction de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Vous voyez, CA de la première année, ce que nous venons de calculer tout de suite. Besoin en fonds de roulement d'exploitation, première année, deuxième année, troisième année. Première année, c'est 15% de CA. Deuxième année, 20% de CA. Jusqu'à la cinquième année, 20% de CA. Et quand nous prenons 0,15 fois ça, ça nous donne 8 100 000. 0,2 fois 47 500 000, ça nous donne 9 500 000. 0,2 fois 50 millions, ça nous donne 10 millions. 0,2 fois 54 millions, ça nous donne 10 800 000. Et 0,2 fois 58, ça nous donne 11 600 000. Si vous avez aimé ça, commentez, likez et prenez des notes pour me faire plaisir. Et après, nous allons commencer avec le calcul. Tout ça, c'était une phase préliminaire pour vous permettre à comprendre ce qui se trouve derrière. Il est important maintenant de répondre à ces questions. Une fois que vous avez une idée sur ce qu'on appelle le prix d'achat de l'immobilisation, vous avez la durée, vous pouvez calculer ce qu'on appelle l'amortissement. Et à partir de ce calcul, vous avez d'autres informations, vous pouvez déterminer la valeur résiduelle si on vous donne des informations. Et vous pouvez déterminer le chiffre d'affaires pour déterminer le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Il est important de déterminer le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et du coup, ça serait maintenant, nous allons être comme des machines maintenant. Les petits calculs que nous avons faits sur notre brouillon tout de suite, préliminaire, nous allons prendre ces informations et nous allons placer. Prenez vos bics, calculez. On vous dit pour déterminer le montant du capital investi, c'est la somme du prix d'achat de l'immobilisation plus le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et ici, vous avez le capital investi, le montant de l'investissement plus le besoin. Le capital, c'est 60 millions. Quand vous prenez le besoin en fonds de roulement pour la première année, vous voyez, 8 100 000. C'est ce qui nous a permis d'avoir une somme de 68 100 000. 60 millions plus 8 100 000, ça nous donne 68 100 000. J'espère que vous avez tous compris cette première
Réponse. Le montant investi, c'est le prix d'achat de l'immobilisation plus ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'exploitation, mais de la première année. La deuxième question, c'est de calculer les variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation et le montant récupéré fin N plus 4. Le besoin de fonds de roulement étant exprimé en fonction du jour du chiffre d'affaires, nous sommes obligés de chercher le chiffre d'affaires de chaque année, chose qui a été déjà calculée. Nous avons commencé avec 54 millions la première année, après il y a 47 millions et quelques, après 50 millions, 54 et 58. Le besoin en fonds de roulement, nous avons déjà enregistré. Nous avons pris seulement et nous avons recopié. Maintenant, le besoin en fonds de roulement, ça a été obtenu comment? Il y a le pourcentage qui est donné, 15% du chiffre d'affaires pour la première année et 20% pour les autres années. Ce qui nous a permis de déterminer le besoin en fonds de roulement. La variation. La variation, c'est toujours la borne supérieure moins la borne inférieure. Ici, quand vous prenez la variation du besoin en fonds de roulement pour la première année, on s'est dit avant N, il y a N-1. L'année qui est ici, quand nous prenons le besoin, nous allons considérer comme 0. 8 100 000 moins 0, c'est qui nous donne 8 100 000. 9 50 000 moins 8 100 000, ça nous donne 1 400 000. 10 millions moins 9 500, ça nous donne 500 000. Et 10 800 000 moins 10 millions, ça fait 800 000. Et 11 600 000 moins 10 800 000, ça nous donne 800 000. C'est là où on parle de la variation de besoin de fonds de roulement. C'est la question qui a été posée. Maintenant, le montant qui sera récupéré à N plus 4 est toujours le besoin en fonds de roulement de la dernière période, ce qui fait 11 600 000. Vous voyez, le montant récupéré fait N plus 4 est égal à 11 600 000. Mes chers amis, si vous avez aimé ça, partagez, expliquez à vos autres amis cette vidéo pour que vos autres amis puissent regarder et être meilleurs comme vous. Nous espérons que vous allez reprendre ces exercices pour mieux comprendre. La question suivante maintenant, c'est de calculer le coût réel du capital de cet investissement. Nous avons constaté une situation d'inflation. Et dans le calcul, on vous a donné une formule qui vous permet de calculer. Et à partir de là, nous allons calculer. Sachant ici que le coût du capital est de 15% et l'inflation est prévue à 5%, alors la formule qu'il faut adopter, c'est égal à 1 plus T. Le T représente le coût du capital. Et F sur 1 plus F, c'est le coût de l'inflation, le taux de l'inflation, moins 1. Nous avons 1 plus 15 qui est 0,15 sur 1,005 moins 1. Vous voyez, nous allons avoir ce qu'on appelle 1,15 sur 1,05 moins 1. Ce qui nous donne ce qu'on appelle 9,5. Ça, c'est le coût réel du capital suite au constat de l'inflation. Quatrième question. Nous avons ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement d'exploitation annuelle générée par le projet. Pour déterminer tous les calculs que nous avons eu à faire, c'est là où vous allez comprendre l'importance de ce calcul. Oui, vous allez comprendre l'importance de ce calcul. 1. Il est important de déterminer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, ce qui fait 54 millions. Moins maintenant, ce qu'on appelle les charges variables.
Les charges variables ont été déjà calculées. Ça vient en diminution. Cela nous permet de déterminer ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Marge sur coût variable, 54 millions moins 16 millions 200 000, ça nous donne 37 millions 800 000. Ainsi de suite, 28 millions 500 000 jusqu'à 34 millions 800 000. Maintenant, nous allons déterminer ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, sachant la marge sur coût variable. C'est égal à marge sur coût variable moins charge fixe. Ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Et enfin, nous allons avoir l'excédent brut d'exploitation qui est 37 800 000 moins 10 millions, ce qui nous donne 27 800 000. Vous voyez ici, 13 millions, 28 500 000 moins 13 millions, ça donne 15 500 000. Ainsi de suite, nous avons 34 800 000 moins 13 millions, ça donne 21 800 000. Maintenant, on va retrancher l'amortissement. Parce qu'on doit retrancher l'amortissement. L'amortissement est une charge. On doit retrancher les charges pour qu'on puisse calculer l'impôt. Et après, on va amener l'amortissement en plus. Il est important. Et ici, quand nous enlevons l'amortissement, ça nous permet de déterminer ce qu'on appelle le résultat avant impôt. L'impôt sera calculé sur ce montant. Vous voyez, le résultat avant impôt, moins amortissement, ça fait 15 800 000. 15 500 000 moins 12 millions, ça nous donne 3 500 000. 500 000, 7 400 000 et 9 800 000. Et nous allons calculer l'impôt. On a dit l'impôt, c'est 30%. 30% de 15 800 000, ça nous donne 4 740 000. Et 30% de 3 500 000, ça nous donne ce qu'on appelle 1 million 50 000. Ainsi de suite. Et 30% de 9 800 000, ça nous donne 2 940 000. Et après, nous constatons ici le résultat après impôt. Le dividende est calculé sur le résultat après impôt. Quand nous allons voir la politique de financement. Et encore, nous venons en augmentation avec l'amortissement, ce qui va nous permettre d'avoir la capacité d'autofinancement d'exploitation. Vous voyez, 11 millions plus 12 millions, ça nous donne 23 600 000. 2 450 000 plus 12 millions, ça nous donne 14 450 000. Nous avons 3 500 plus 12 millions, ça nous donne 15 500 000. Et 5 180 000 plus 12 millions, ça nous donne 17 180 000. Et enfin, nous avons 6 860 000 plus 12 millions, ce qui nous donne 18 860 000. Et on a demandé aussi de déterminer la capacité d'autofinancement global. Vous voyez, nous avons fait le cumul. Vous voyez, la première année, nous avons 23 60 000 plus 14 450 000, ça nous donne 37 510 000 plus 15 500 000, ça nous donne 53 10 000 plus, en quelque sorte, 17 180 000, ce qui nous donne 70 190 000 et 12 millions et 18 millions plus 70 190 000, ça nous donne 89 50 000. Il est important. Et ce calcul est important. Ça va vous aider à calculer, voilà, d'autres choses. Donc, c'est ça la capacité d'autofinancement d'exploitation, la capacité d'autofinancement global, l'ensemble du pouvoir de l'argent de l'entreprise, c'est-à-dire la richesse de l'entreprise dont l'entreprise dispose et qui permet à l'entreprise de mener d'autres activités. Et enfin, cette première partie s'arrête à cette cinquième question. Il s'agit d'évaluer les flux de trésorerie générés par cet investissement. Il est important. Ce flux de trésorerie généré par cet investissement est calculé à partir de ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. On va voir s'il y a des cessions d'immobilisation. On va voir aussi
s'il y a ce qu'on appelle la valeur résiduelle, vous voyez la capacité d'autofinancement, vous voyez le montant, mais on met toujours début de la première année. Vous voyez, capacité d'autofinancement qui a été calculée a été reconduite. Après, nous avons la valeur résiduelle ici. La valeur résiduelle, pourquoi à la dernière période? Parce que c'est après l'utilisation de l'immobilisation que l'amortissement, l'utilisation de l'immobilisation que on peut vendre cette immobilisation. Et ces immobilisations sont vendues en fin de projet. C'est pour cela qu'on ajoute au niveau de la dernière année. Variation du besoin en fonds de roulement. On a dit que le besoin en fonds de roulement est récupéré à la dernière année, N plus 4. Vous voyez ici, c'est à la 5e année. On voit 11 600 000. 11 600 000. Et ce sont les montants des encaissements qu'il faut. Quand on fait la somme, vous voyez le même montant, vous voyez la somme ici. Et ici, nous avons 3 opérations. Vous voyez, nous avons la capacité d'autofinancement d'exploitation de la 5e année. Nous avons ce qu'on appelle la valeur résiduelle de l'immobilisation qui est de 20 millions parce que 60 millions a été divisé par 3 et plus ce qu'on appelle la récupération du besoin en fonds de roulement qui est de 11 600 000, ce qui nous donne 50 millions plutôt 460 000. Il est important de détailler les calculs dans cette dynamique pour mieux comprendre le montant de l'investissement. Et maintenant, la première colonne que vous voyez, l'investissement est fait en début d'année. Et quand vous prenez l'investissement en début d'année, nous avons ce qu'on appelle 60 millions. Et sur ces 60 millions, on dit qu'il y a insuffisance et qu'il a fait appel à un besoin. Et nous allons intégrer la variation du besoin de fonds de roulement. Vous voyez, ça c'est récupéré à partir de la première année pour mieux anticiper voilà pour anticiper la situation de manière à ce que l'entreprise se retrouve avec ce manque qui se trouve au niveau de l'entité en question. Donc, la variation du besoin en fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, c'est toujours en début de période pour pouvoir anticiper la mobilisation du fonds. Vous voyez, c'est en début d'année, vous voyez, c'est en début d'année, vous voyez. Donc, il est important. Donc, le montant de décaissement, c'est investissement plus variation de besoin de fonds de roulement. Vous voyez, nous avons 68 100 000. Et ici, nous n'avons pas d'investissement parce que l'investissement, c'est une seule fois. Et quand vous prenez la variation du besoin, vous voyez, le montant ne change pas. On va conduire tout simplement cette colonne vide plus ça qui va nous donner ce qu'on appelle 500 000. Ici, plus 800 000, ça va nous donner 800 000. Et 0 plus 800 000, ça va nous donner 800 000. Et maintenant, nous allons déterminer ce qu'on appelle le flux de trésorerie d'exploitation. Le flux de trésorerie d'exploitation, c'est la différence entre l'encaissement, le montant encaissé et le montant décaissé. On fait la somme de début de période. Vous voyez, 0 moins 60 millions, ça fait moins 60 millions. Moins 68 moins 8 millions 100 000, ça fait moins 68 100 000. Donc, autrement dit, 0 encaissement moins ce qu'on appelle 68 100 000. Ici, nous avons 23 60 000 moins 1 400 000, ce qui nous donne 21 660 000. Ici, nous avons 14 450 000 moins 500 000, ce qui nous donne 13 950 000. Ici, nous avons 15 500 000 moins 800 000, ce qui nous donne 14 700 000. Ici, nous avons 17 180 000 moins 800 000, ce qui nous donne 16 380 000. Et ici, nous avons
50 460 000 moins 50 moins 0, ce qui nous donne 50 460 000. Mes chers étudiants, c'était ces quelques mots et ces quelques explications que j'avais à vous étaler pour mieux comprendre cette première partie de l'exercice. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour mieux vous expliquer la 6e question, la 7e question et la 8e question qui portent sur les critères de choix d'investissement. Si vous avez aimé, commentez, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et informez vos autres amis. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À plus.